bienvenue dans cette série de vidéos de présentation d'APAF. Avec l'épisode 7, nous avons découvert les workflows. Aujourd'hui, nous allons étudier certains concepts avancés de programmation APAF avec les workflows. Commençons par créer un nouveau workflow. Celui-ci s'appellera getStockPrice. Il utilisera un service REST externe pour récupérer des valeurs de cotation boursière. Le nœud principal de ce workflow est un appel REST. On renseigne tout d'abord toutes les méta-informations nécessaires pour invoquer le service de cotation externe. Notez que la variable contenant le résultat de l'invocation du service sera stock_service_response. Sauvons notre travail et testons le workflow. Le contexte d'invocation par défaut est convenable. On peut donc le conserver. L'invocation du service externe a bien fonctionné, mais à ce stade, nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur le type d'information retournée. Ajoutons donc un nœud de type debug pour afficher le contenu d'une variable sur la console. La variable qui nous intéresse est stock_service_response. Testons une nouvelle fois. Nous voyons maintenant dans la console des données en provenance du service de cotation externe. Notez l'attribut price. Notez également que ce service externe est assez lent. En moyenne, ce service répond en 2 ou 3 secondes. Modifions donc notre workflow afin de garantir un temps de réponse maximum. On commence par un peu de ménage. Ensuite, on ajoute quelques nœuds spécialisés dans la logique de contrôle de flux. Un nœud fork. Un nœud délai. Un nœud OR. Enfin, on ajoute quelques nœuds script pour affiner la logique applicative. Relions tous ces nœuds entre eux. Voilà. On configure le délai d'attente maximum à 3 secondes. La logique applicative, telle que nous l'implémentons dans les nœuds script, établit les règles suivantes. À l'expiration du délai de 3 secondes, si le statut est autre que success, on positionne le statut sur error.
Si par contre, on arrive au second script, avec un statut qui n'est pas error, on positionne le statut à success, et on récupère le prix de cotation pour l'afficher dans la console. Testons à nouveau notre workflow. Vérifions son comportement sur plusieurs invocations. Le premier test est positif, mais le suivant déclenche le timeout. On remarque que la logique n'est pas parfaite, en effet, la réponse tardive du service distant est mal traitée, et le message d'erreur s'affiche 2 fois. Corrigeons cela. On en profite pour traiter correctement les cas d'erreur dans l'invocation du service lui-même. De même, on gère le contexte d'invocation du workflow pour y stocker le prix de cotation dans une variable plus facile à manipuler. Par défaut, cette variable sera valorisée à 0. Lorsqu'un second événement arrive, alors que le statut est déjà positionné à error, on déclenche le terminal de sortie error du nœud. Comme cet événement ne nous intéresse pas, on l'envoie vers un nœud poubelle. Il sera ainsi simplement ignoré. Procédons à une dernière série de tests, pour valider notre workflow. Le message parasite a bien disparu. Vérifions également que tout va bien pour une invocation normale. Après 4 ou 5 tentatives, nous avons enfin une invocation respectant notre temps maximum. Cependant, il paraît raisonnable d'augmenter notre tolérance. Modifions donc le délai d'attente maximum, à 5 secondes, pour la suite de cette vidéo. Pour illustrer le concept de composition des workflows, créons un nouveau workflow dont le but sera d'invoquer notre workflow de lecture de cotation. Utilisons le nœud appel de workflow. Le paramétrage de ce type de nœud demande de préciser le nom d'une variable de contexte, pointant vers le contexte d'exécution temporaire du workflow invoqué. Il faut également saisir le nom exact du workflow à invoquer. Ici, il s'agit de getStockPrice. Nous devons initialiser ce contexte temporaire au moyen d'un nœud de type script. Le contexte est un objet muni d'un unique attribut statut, que l'on valorise initialement à pending. Ajoutons un nœud de type debug, pour afficher la valeur du contexte temporaire à l'issue de l'invocation. Testons ce second workflow. Attention à ne pas confondre son contexte d'exécution avec celui du workflow imbriqué.
Tout s'est bien passé, nous pouvons trouver le prix de cotation dans la console. Pour finaliser ce second workflow, remplaçons le nœud debug par un nœud de type script. La logique applicative vérifie le statut du contexte d'exécution temporaire avant d'afficher la valeur de cotation dans la console. Nous avons démontré l'invocation d'un workflow depuis un workflow par an. Cette fonctionnalité permet d'implémenter des sous-procédures et de les réutiliser comme des briques dans un jeu de Lego. Nous allons maintenant aborder le concept de portée d'exécution. Jusqu'à présent, nous avons exécuté nos workflows sur le navigateur de l'utilisateur connecté. Mais il existe de nombreuses situations où une exécution côté serveur est souhaitable, voire obligatoire. Voyons ce que cela change pour une exécution depuis l'éditeur. La demande d'exécution côté serveur déclenche une demande de validation. Ce n'est pas une opération anodine, car le workflow devient alors un composant du runtime. La console d'exécution est remplacée par une simple notification de fin d'exécution. Pour illustrer l'utilisation de workflow côté serveur, modifions notre workflow getStockPrice afin de stocker la cotation obtenue en base de données. Le nœud dbCreate fait référence à un data type utilisateur, stockPrice, définissant deux attributs, price et timestamp. Ce data type utilisateur est référencé dans la configuration du nœud. Le second paramètre est un nom de variable de contexte, utilisé pour créer un enregistrement en base. Le nœud script a été modifié, afin de créer l'enregistrement avec ses attributs price et timestamp. Notez l'utilisation du module Node.js, moment. L'exécution se fait bien côté serveur. Testons cette version du workflow. On peut voir dans la notification de fin d'exécution qu'un objet stock a bien été créé dans le contexte. Allons voir ce qu'il en est dans la base stockdb. Un nouvel enregistrement de type stockPrice a bien été créé en base, avec son prix et son eurodatage. L'exécution côté serveur permet maintenant d'envisager une collecte automatique et régulière des cotations. Utilisons pour cela le planificateur de tâches. Une tâche planifiée s'exécute côté serveur uniquement. Elle peut être récurrente et faire référence à un workflow, à condition que celui-ci soit compatible avec une exécution côté serveur. Sélectionnons notre workflow, getStockPrice, et indiquons une fréquence d'exécution de 1 minute. Il ne faut pas oublier d'activer la tâche avant de sauver notre travail. Regardons maintenant comment évolue le contenu de la base stockPrice, en rechargeant régulièrement la page. On voit de nouveaux enregistrements apparaître, sans action de l'utilisateur. Au bout de quelques minutes, une dizaine d'enregistrements ont déjà été créés. Les enregistrements valorisés à 0 résultent d'un timeout de notre workflow.
Découvrons maintenant comment un workflow peut être utilisé au sein d'une application utilisateur. Nous utiliserons comme exemple une application graphique chargée d'afficher en temps réel la valorisation de notre action. Cette application utilise un composant flowchart depuis une librairie additionnelle. Le graphique sera mis à jour à un intervalle de 3 secondes. Les données collectées sont conservées dans l'historique du graphique. L'implémentation initiale génère des données de cotation en utilisant la fonction random. Voyons un aperçu de cette application. Nous allons modifier l'application pour faire appel à notre workflow. Utilisons la librairie d'échantillons de code intégrée à l'éditeur de fragments. Nous rechercherons l'exemple d'invocation de workflow. Le code est ajouté directement dans notre éditeur. On adapte le code à la logique de notre application. On modifie ensuite le code de la fonction collectData pour faire appel à cette nouvelle fonction executeWorkflow. Notez que l'invocation permet de demander une version particulière du workflow. Dans notre cas, il s'agit de la version 1.0.16. Notez également la création d'un contexte d'exécution temporaire, valorisé avec un attribut statut. La logique est similaire à l'invocation d'un workflow depuis un autre workflow. Attention à bien utiliser le paramètre workflow_context en retour de l'invocation de la méthode executeWorkflow. En effet, celui-ci s'exécute côté serveur. La réponse est donc un objet différent. Voyons les changements apportés à notre application. La mise à jour du graphique est plus lente, car le service externe introduit un délai. Les données sont également plus volatiles, car l'implémentation de ce service de cotation externe utilise un algorithme de simulation différent. Notre workflow est donc bien utilisé. Pour finir cette démonstration des concepts avancés sur les workflows, remarquons cette demande de validation systématique, lorsque l'utilisateur supprime un lien ou un nœud dans l'éditeur. Ce comportement peut être personnalisé, en modifiant les préférences dans le profil utilisateur. Notez la variété d'options modifiables. Certaines sont graphiques, d'autres sont plus techniques, comme la modification du délai d'activation des nœuds dans l'éditeur, réglé à 1 seconde par défaut, pour faciliter la mise au point des workflows. L'option qui nous intéresse est la demande de confirmation en cas de suppression. Désactivons cette option, et vérifions dans l'éditeur la bonne prise en compte de ce choix. Il faut bien sûr recharger la page. La demande de confirmation a bien disparu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans une prochaine série, nous utiliserons APAF sur un micro-ordinateur Raspberry Pi.